Alors, bonsoir tout le monde. Il est 20h pétante. Eh bien, comme vous le savez, je suis réglé comme une horloge, un peu comme Kant, quelque part, et je démarre. Donc, je ne sais pas combien nous serons ce soir. J'espère nombreux. J'espère nombreux. Alors là, il y a un truc qui cloche. J'ai l'impression... Non, c'est bon. J'avais l'impression que la vidéo ne se chargeait pas. Bonsoir Rachel. Donc je vois deux visiteurs. Donc Rachel et je ne sais pas qui est le visiteur ou la visiteuse mystère. Je vais attendre que quelques autres nous rejoignent avant de commencer le stream de ce soir qui est consacré à la proposition de recherche et donc finalement qu'est-ce qu'on attend de la proposition de recherche, qu'est-ce qui doit entrer dedans, et puis avant ça, comme chaque fois, je ferai une introduction qui sera un petit peu longue, où je vous parlerai de ma semaine et de mon odyssée dans l'IA, où j'en suis, et j'aurai quelques annonces à faire, quelques surprises à présenter, enfin une surprise plutôt que quelques pour l'instant. Non, peut-être deux choses finalement, mais en tout cas au moins une surprise. Et puis je vais vous dire où j'en suis du développement de mes outils d'évaluation du mémoire ou d'accompagnement de la recherche et des étudiants par l'IA. Donc là, je vois qu'on est 4, donc bonsoir à tous, enfin qu'on est 5 à présent, donc bonsoir à tous les 4. Ceux hors Rachel, n'hésitez surtout pas à vous emparer du chat. Le principe, si vous êtes nouveau, c'est qu'on est dans l'interaction justement. Le principe, c'est que, je parle, on est d'accord, mais autant que possible, si vous avez des remarques, des vannes ou quoi que ce soit à faire sur lesquelles je peux rebondir, si vous avez des questions, évidemment. Donc bonsoir Marie Atouk. Je pense qu'on a échangé aujourd'hui, si je ne me trompe pas. En tout cas, le nom m'est familier, j'ai l'impression. Donc, l'idée, comme je disais, pour ceux qui seraient là pour la première fois, soit sur mon stream, soit sur Twitch, de manière générale, c'est que on n'est pas sur un webinaire à la papa, où en gros vous avez un présentateur qui parle, vous écoutez gentiment et puis vous attendez la fin pour éventuellement poser une ou deux questions un peu convenues. Il ne s'agit pas de ça du tout et c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi ce format, cette plateforme Twitch que j'aime beaucoup vraiment, alors même que je ne suis pas gamer. Donc ça fait 3 mois que j'y suis maintenant, donc c'est assez frais, mi-août, depuis le 20 août en gros. Donc 20 août, septembre, octobre, novembre, oui c'est ça, ça fait bien 3 mois. Donc ça fait 3 mois que j'y suis, j'y prends vraiment du plaisir. Bonsoir Clément, ça par exemple, quelle surprise. Vous ici. J'ai expliqué un petit peu pour les éventuelles nouvelles personnes le principe de fonctionnement de Twitch quand on ne connaît pas. Moi j'ai débarqué aussi il y a un petit peu plus de 3 mois. Bonsoir Viviane. Et j'apprends encore évidemment presque de jour en jour. Donc avant de commencer, comment a été votre semaine à tous ? Et moi, je vous parlerai de la mienne après, et vous aurez quelques nouvelles, notamment sur le front de l'IA, puisque, alors, ce ne sera pas un stream sur l'IA à proprement parler, bien sûr, mais on en avait déjà discuté par le passé, et là, j'aurai quelques annonces à vous faire en la matière. Bon, s'il n'y a pas de réaction, je continue. Ma semaine... c'est très très bien passé. Dans l'ensemble, vous allez comprendre pourquoi dans l'ensemble. Je peux commencer par la fin de l'histoire, ça va pas assez vite. Rien que du personnel. Oui, j'imagine. J'imagine Clément. Donc je disais, tout
tout va bien, je dirais pas tout va très bien, Madame la Marquise, parce que ce serait finalement plutôt une mauvaise chose. Bon, ça va bien, mais pas assez vite. Donc, qu'est-ce qui va pas assez vite? Vous allez voir tout de suite. Donc, cette semaine, alors je me souviens plus, la semaine dernière, si je vous avais parlé, je crois que oui, des 3 échanges que j'avais eus le jour du stream. Le matin avec une personne de Kedge avec qui j'avais échangé une petite heure et qui travaille en interne sur les mêmes sujets que moi et avec qui finalement j'ai trouvé une interlocutrice super intéressante et intéressée par ce que je faisais sur notamment l'évaluation du mémoire de fin d'études assisté par l'IA et tous les outils qui vont autour. Donc j'ai dû en parler, mais j'en reparle rapidement. Donc la semaine dernière, au matin, j'étais à Paris et le matin j'ai échangé par téléphone avec une personne qui est en charge depuis 2 mois, donc c'est tout frais, des projets d'IA à Kedge Business School. Et donc elle m'expliquait grosso modo que toutes les questions qui se posent autour du mémoire et qu'on évoque ensemble depuis des semaines maintenant sont vraiment les gros sujets chauds du moment. C'est-à-dire que à Kedge comme ailleurs, le mémoire de fin d'études ne fait que des insatisfaits, que des mécontents. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc du côté des profs qui rechignent à aller sur le mémoire, qui estiment que le niveau n'est pas assez bon à leur goût, qui sont mécontents des délais, mécontents de plein de choses, qui rechignent à évaluer des mémoires parce que ça vient prendre du temps sur le temps de recherche. Ça fait des mécontentements du côté des étudiants qui sont souvent livrés à eux-mêmes, laissés à l'abandon par des tuteurs plus ou moins absents, plus ou moins réactifs, des étudiants qui également ne sont pas tous supervisés de la même manière, qui ne sont pas tous évalués de la même manière, puisque l'évaluation repose non pas sur la grille d'évaluation exclusive de l'établissement, mais sur la grille d'évaluation implicite de l'évaluateur. Et donc, selon qui vous supervise, selon qui vous évalue, et finalement, il peut y avoir de très très grosses disparités, et ceci génère du mécontentement. Pourquoi est-ce que lui, qui a fait un mémoire comme le mien, avec le même genre d'approche, a 4 points de plus? Pourquoi moi j'ai 14 et lui il a 18? Ou bien pourquoi moi j'ai échoué? Pourquoi on m'a recalé alors qu'un tel qui a fait un mémoire qui est du même acabit que le mien, j'estime, lui a-t-il eu 12 ou même 11? Ça fait la différence. Un passe et l'autre non. Donc ça génère du mécontentement. Du côté des directeurs de programme, il y a du mécontentement aussi parce qu'il faut courir après les profs pour avoir les notes et les évaluations. Donc c'est toujours compliqué. Et du côté des directions générales d'école, il y a du mécontentement aussi parce que le mémoire de fin d'études, ça coûte une blinde. Et donc je vous avais parlé la semaine dernière ou celle d'avant d'un DG qui me disait une chose que j'avais déjà entendue d'un autre. Le mémoire de fin d'études, moi ça me coûte chaque année 1 million d'euros à évaluer. Donc forcément tes outils m'intéressent. Voilà, grosso modo le décor. Et donc cette personne à Kedge confirmait ceci et en fait développe en interne des outils, donc ils ne feront pas appel à des prestataires externes. Donc c'est très vrai, tu viens de finir ton master, ce sont des problématiques très justes. Ah mais on est en plein dedans. Donc pour toi qui ne me connais pas encore, ou juste un petit peu par TikTok, le truc, donc moi j'ai passé 20 ans dans l'enseignement supérieur, j'ai d'abord été enseignant-chercheur, puis j'ai été directeur de programme, j'étais directeur d'une école doctorale, et ensuite j'ai été directeur des MSc d'une autre école. Et depuis 1 an, j'ai quitté l'enseignement supérieur et là, je suis en train de monter ma boîte dans laquelle j'apporte des solutions assistées par l'IA pour l'accompagnement des étudiants sur le mémoire. Donc moi, je m'intéresse quasi exclusivement
aux mémoires de fin d'études et à la thèse. Et là, j'ai développé un outil que j'ai présenté dans les précédents streams. Et puis là, ce soir, je vais en présenter un autre dont j'ai fait les derniers branchements hier. Donc c'est dire si c'est frais. Enfin, hier, et j'ai réussi à le rendre viable ce matin. Donc ça va être une nouveauté pour tout le monde. Voilà, grosso modo. Et donc le dimanche soir, je stream pour un public anglophone et le lundi soir pour un public francophone. D'abord, une petite actualité de la semaine sur mon Odyssée et sur l'actualité de l'IA, souvent en lien avec l'éducation, et puis une deuxième partie qui est sur la thématique du jour, et aujourd'hui c'est sur la proposition de recherche. Donc très intéressant, et elle me disait, cette personne, que se pose en fait énormément de questions autour du mémoire de fin d'études, à savoir, est-ce que c'est un exercice encore pertinent aujourd'hui ? Alors, vous connaissez ma position sur le sujet. Oui, évidemment, c'est pertinent. Alors, certains pourraient dire, j'en imagine un en particulier avec un sourire narquois, oui, forcément, c'est ton fonds de commerce. Ouais, c'est pas faux, mais il ne s'agit pas tout à fait de ça non plus. C'est-à-dire que certaines écoles envisagent d'abandonner le mémoire au motif que ça ne fait que des mécontents, au motif également qu'avec l'avènement de l'IA, de plus en plus de travaux sont rédigés par celle-ci et donc interrogent sur l'utilité de cet exercice. Moi, je suis convaincu que cet exercice si singulier nécessite qu'on le maintienne peut-être pas complètement en l'état, mais en tout cas qu'on le maintienne parce que c'est deux choses. D'abord, le premier, voire le seul exercice pour lequel l'étudiant choisit ce sur quoi il veut travailler et pour lequel il est complètement responsable des choix qu'il fait. Alors, conseillé par quelqu'un, bien sûr, mais c'est vraiment le premier, voire le seul exercice de créativité dans l'enseignement supérieur, non dirigé, non dicté par des consignes très strictes. Et la deuxième raison, à mes yeux, pour laquelle le mémoire de fin d'études doit perdurer, c'est que c'est finalement le seul moment où les étudiants sont exposés à de la recherche. Et donc, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que la recherche aujourd'hui, dont on nous parle beaucoup de recherche aujourd'hui, avec notamment les développements de l'IA, la physique quantique, l'informatique quantique, mais aussi, je vous donnerai quelques éléments en physique nucléaire, eh bien on a besoin de chercheurs. Mais on a aussi besoin de chercheurs en sciences sociales, et en sciences humaines et en sciences sociales pour comprendre l'adoption de tout ça, pour comprendre la diffusion dans la société, pour comprendre les éventuels blocages, etc. etc. Et le problème, c'est que si on abandonne le mémoire de recherche, eh bien on n'expose plus les jeunes à la recherche. Et donc on risque à terme d'assécher le vivier de ceux qui feront un doctorat et qui, à un moment ou à un autre, feront de la recherche, qu'elle soit publique ou privée. Donc pour moi, c'est gênant, en fait. Et pour elle, oui, pourquoi pas, mais vu la proportion d'étudiants de master qui finissent par faire une thèse, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'imposer cet exercice à tout le monde ? Bon, ma réponse est, est-ce vraiment l'imposer ? Mais ça, je ne vais pas dire que ça se discute parce que je serais attristé qu'on l'abandonne, mais à voir. Mais on était alignés sur tout le reste et également sur un questionnement relatif à la mission à venir de l'enseignement supérieur et le rôle des enseignants et des chercheurs. Si on peut tout faire, ou presque, avec l'IA, quel rôle ? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de raison d'être. Ça veut dire que la mission, quelque part, prend une autre forme. Et là encore, moi j'ai une position... Oui. Alors, dans quelle discipline j'ai fait de la recherche ? Donc moi, j'étais à la croisée de plusieurs disciplines. Ma thèse était en sciences de gestion parce que j'ai décidé qu'elle serait en sciences de gestion. C'était sur le accountability dans une congrégation religieuse. Donc en gros, de quoi on rend compte à Dieu dans une congrégation religieuse et comment.
Et en gros, ça veut dire finalement que j'interrogeais la relation au divin, j'interrogeais la relation à l'évaluation, c'est-à-dire en gros, un péché, c'est quoi le tarif? J'exagère, hein, mais quel est le tarif du péché et qui détermine ce tarif? Et comment et quel rôle pour le clergé dans tout ça. Donc moi, c'était en sciences de gestion parce que je l'avais choisi, mais à la croisée de la théologie de John Wesley, de la philosophie morale et de la sociologie des religions. Et bon, il se trouve que j'ai aussi abordé plusieurs donc des congrégations religieuses qui étaient ethniquement marquées dans plusieurs pays, donc aussi avec une pincée d'anthropologie culturelle. Voilà, donc moi c'était une thèse interdisciplinaire, mais avec un rattachement institutionnel qui était en sciences de gestion. Voici, vous savez tout ou presque. Et donc, quel rôle pour nous, pour les enseignants? Voilà, c'était la question. Moi, j'ai pas de réponse, mais c'était une question vraiment intéressante. Et puis, j'ai déjeuné avec une amie dont je vous ai peut-être déjà parlé, Anne Coffinier, alors que vous voyez peut-être sur certains plateaux de télé et à la radio que vous entendez parler beaucoup d'école, d'éducation. Il se trouve qu'ensemble, on écrit un livre sur les réformes scolaires dans les autres pays européens, dont on pourrait s'inspirer en France pour finalement pour réparer certains des maux dont souffre l'école républicaine aujourd'hui, en fait, l'école de la République aujourd'hui, pour essayer de proposer des solutions. Et donc on déjeunait ensemble pour avancer sur cet ouvrage. Alors entre nous, et là c'est la première fois que j'en parle, l'ouvrage en question, donc nous on a commencé à travailler dessus cet été, enfin vraiment à le rédiger cet été. Il aura 8 chapitres, je lui en ai envoyé 4, enfin une première version de 4. J'ai travaillé sur un 5e qui est en jachère depuis honte sur moi depuis 1 mois, et là maintenant j'attends qu'elle me fasse donc ses retours sur ses premières versions et qu'elle m'apporte aussi ses éléments pour les chapitres suivants. Et ensuite vogue la galère. Et donc Anne qui est aussi la fondatrice de l'association Créer son école et de la Fondation pour l'école, puis de la Fondation Kairos, dont le président est Xavier Darcos. Donc Anne, je lui ai parlé de où j'en étais, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler en fait. On parlait de plein de choses, c'était super intéressant, mais pas tellement de ce que je faisais en ce moment. Et donc je l'ai mise à jour de tout ça, et elle me disait, écoutez, donc on se voit avec Anne, elle me disait, écoutez, c'est vachement intéressant ce que vous faites. Moi, avec la Fondation Kairos, j'ai plein de trucs à évaluer. Ça prend un temps monstrueux, j'ai des copains qui le font, mais ils vont pas faire ça éternellement, et faire appel à des externes, ça va me coûter un bras. Donc oui, un outil comme le vôtre, moi forcément ça me sera utile. Et elle me dit, attendez, je vais vous mettre en contact avec un tel et un tel, il faut absolument que vous les rencontriez parce que eux pourront vous aider. Et un tel est un gros prescripteur, donc si ça se passe bien avec lui, vous pourrez avoir toutes les écoles privées dans la poche. Bon, super. Et elle me dit, et est-ce que le primaire et le secondaire vous y intéressez? Je dis, vous savez, moi je connais pas très bien. Elle me dit, oui, mais ça c'est pas grave, je vois très bien comment vous pouvez y déployer vos outils. Puis, oui, alors dans ce cas, avec grand plaisir. Donc très 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 prometteur. Et après ça, j'ai eu au téléphone une amie que je connais depuis presque 20 ans. En fait, je l'avais recrutée à l'époque à Excelia, à La Rochelle. Et donc elle était toute junior à l'époque. À peine moins que moi. Enfin, à peine plus, pardon, que moi. Et aujourd'hui, elle est doyenne du corps professoral. Et donc, je lui ai dit où j'en étais, sur quoi je travaillais, et ça l'intéresse énormément. Et donc elle souhaiterait qu'à partir de janvier, je puisse venir faire quelques démos, mais aussi de la sensibilisation des enseignants-chercheurs et des étudiants sur les sujets d'IA. Et puis qu'on voit aussi comment on pourrait faire un tester à grande échelle mon outil, et puis éventuellement aller sur une adoption.
Donc voilà, ça c'est très agréable. Et puis mercredi, j'étais au salon Educatech à la porte de Versailles. Et ce salon, figurez-vous, se tenait au même moment et au même endroit que le salon des maires de France. Donc c'était blindé de monde. Quand je suis arrivé, on pouvait à peine sortir du métro. Donc imaginez, vous avez 36 000 maires qui sont agglutinés à la station de métro Porte de Versailles, plus les quelques milliers de visiteurs du salon Educatech. Ça a fait un mélange détonnant et ça crée de gros embouteillages piétonniers. Donc je suis allé au salon tant bien que mal. Et chose très intéressante, donc j'ai vu ce que je voulais voir. C'est-à-dire que je voulais pas voir les grosses boîtes, ça m'intéressait pas de savoir que Google était là, de savoir que les grands constructeurs informatiques étaient là. Non, ce qui m'intéressait, c'était de voir les startups de l'éducation et de prendre le pouls, de voir comment ça se passait pour elles, quelles difficultés elles avaient rencontrées, quelles étaient leurs satisfactions, quels conseils elles pourraient me donner pour éviter de glisser sur certaines peaux de banane. Donc j'étais content parce que j'ai vu ce que je voulais voir. À savoir, donc j'ai vu trois startups. Une que je connaissais, c'est une homonyme qui l'a fondée. Donc la startup s'appelle OE, orthographe héros. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Donc fondée par quelqu'un qui s'appelle Roxane Joannides, qui habite à Rouen, qui est docteur en linguistique. Alors, ce qui est rigolo, de mon point de vue, pour vous ce sera peut-être sans aucun intérêt, c'est que dans un de mes postes précédents, du fait de cette homonymie et de cette proximité géographique, un certain nombre de personnes pensaient que nous étions soit mariés, soit apparentés. En fait, pas du tout, absolument pas. Mais donc on a été mis en contact en partie sur ce malentendu. Et donc ça c'était il y a 2 ans à peu près, et puis depuis on échange un petit peu, et donc elle m'avait invité au salon, et donc on a échangé un petit peu, mais je devrais la voir prochainement pour parler plus tranquillement. Donc j'étais content de la voir, et puis les 2 autres étaient une start-up qui s'appelle Examino, qui fait de la correction de copie assistée par l'IA et qui s'adresse aux enseignants, surtout du primaire et du secondaire, et dans une moindre mesure du supérieur. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était de voir justement du fait qu'on est sur des choses qui se rapprochent, à quelles difficultés ils se sont heurtés, comment ils vivent la chose, comment ça se passe pour eux en fait. Et donc en fait ce qui est ressorti, c'est que ça faisait 3 ans qu'ils existaient, et là ils commencent à se faire connaître, à connaître une adoption de leurs produits. Mais oui, eux ils sont en B2C, business to consumer, donc ils s'adressent aux enseignants directement et non pas aux établissements, ce qui est quand même un sacré pari, enfin très osé finalement, très audacieux et très incertain. Et la troisième, il s'appelle Eduxim, et eux font à l'aide de l'IA des grilles d'évaluation. Eux ne font pas l'évaluation à proprement parler, ils construisent les grilles d'évaluation que vont utiliser ensuite les établissements d'enseignement supérieur. Et donc eux aussi existent depuis 3 ans, et me disaient, voilà, on est 4 associés, on est 4 associés, ça fait 3 ans qu'on existe, et là, pour la première fois, on a dégagé un chiffre d'affaires. 130 000 €, mais on peut toujours pas se verser de salaire. Donc on est obligé de travailler à côté par ailleurs. Bon à savoir. Et il me disait, ce qui est pénible avec l'enseignement supérieur et avec l'éducation nationale, c'est que la décision est très longue. Donc le processus décisionnel est très très long, et notamment pour avoir une signature, il faut compter de 12 à 18 mois. Et il me dit, moi, là, j'ai passé 18 mois pour obtenir un contrat à 2 000 €. Il dit, ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Et donc, on devrait échanger à nouveau prochainement pour qu'il me donne quelques éléments d'expérience, quelques retours, quelques éléments de vécu qui pourront m'aider à éviter de glisser sur les mêmes pots de banane.
Donc j'étais content. Et puis après, j'ai pris un café avec un ami qui est DG d'une école et qui ne savait pas où j'en étais en fait. Et donc c'est moi qui ai provoqué la rencontre. Hein. Donc tous ces DG que je rencontre, c'est pas leur initiative, c'est la mienne hein, à chaque fois. Hein. Un petit SMS disant tiens, est-ce que tu serais dispo pour qu'on discute? J'aimerais te dire où j'en suis et avoir tes conseils et puis ton avis m'intéresse. Voilà, c'est toujours comme ça que ça commence et ils me disent oui avec grand plaisir et puis on discute. Et donc là, je lui dis sur quoi je travaille, et puis il me sort la même chose que les autres. Il me dit, mais attends, un mémoire, moi, ça me coûte, tac, 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 il fait ses comptes, ça me coûte entre 200 et 250 euros à évaluer. Et comme tu le sais, l'enseignement supérieur est en crise financière, donc oui, pour moi, c'est une grosse charge. Il me dit, et ton outil tombe à point nommé. Bien sûr que ça m'intéresse, et d'ailleurs, j'en connais plus d'un. Donc si tu veux, je te mets en contact avec machin, et il faut absolument que tu rencontres un tel, et il faut que tu viennes faire une démo chez nous, et il faut que tu nous formes, etc. Je dis, oui, avec grand plaisir, super, oui, 3 fois oui. Et alors, bon, je vous donne dans le mille, à votre avis, où est-ce qu'on a pris ce café ? Donc c'était à Paris, je vous donne un indice, c'était dans le 6e arrondissement. Non, ce n'était pas le café de Flore, non, ce n'était pas les Deux Magots. Est-ce que vous avez une idée de où on a pu prendre ce café mercredi dernier? Juste pour vous dire presque qu'on ne se refuse rien. Non, t'en es pas très loin. Non, en toute simplicité au Lutetia. On est tout simplement allé au bar du Lutetia. Bon, c'est pas si cher hein, finalement pour un café ou un chocolat. 25 euros à deux, bon, ça fait 12 euros le café. On est d'accord, c'est plus cher que la normale, mais ça reste encore une somme qu'on peut sortir, même lorsque les temps sont durs. Donc on a discuté et ça va être très prometteur, je le sens. Donc je suis très très content. Et le lendemain, je faisais une démo de mes outils à un groupe d'école. Là, je ne vais pas donner leur nom pour le coup. Je rencontrais la directrice du numérique, enfin de la pédagogie et du numérique, et puis son adjointe qui était en charge du déploiement pour leur présenter mes outils et les manières dont ils pourraient être employés et finalement leur indiquer toute la flexibilité qu'il y avait autour. Donc à présent, elles m'ont dit, bon, la balle est dans notre camp, on va voir avec nos écoles s'il y en a qui ont envie de participer sur une base volontaire à une phase de test, et si oui, on y va. On fera le test, on testera, et puis après on verra. Donc là, la balle est dans leur camp, je ne m'attends pas à une réponse rapide, elles m'ont dit, ça peut être très rapide comme ça peut prendre un an. Donc partons, là, je leur ai pas dit, mais c'est entre vous et moi, partons pour un an, comme ça je n'aurai pas de désagréable surprise si la semaine prochaine je n'ai pas d'appel. Donc voilà, c'était la première fois que je faisais une démo en temps réel avec de potentiels clients, de potentiels abonnés. Donc je suis content, ça s'est fait, ça s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, et je vais donc après passer au thème du jour, et aujourd'hui donc j'ai échangé avec Guillaume Le Boucher. Le nom vous dit peut-être rien comme ça. Guillaume Le Boucher, j'ai été mis en contact avec lui par Anne Coffinier. Donc Guillaume Le Boucher, lui, a été le patron de Digipost et de DocaPost. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui a introduit, en gros, qui a informatisé la Poste et qui a introduit l'IA à la Poste. Il a aussi créé la fondation de l'IA à l'école. Donc il fait beaucoup là-dessus. Il a aussi créé des outils de prévention des algorithmes, de prévention des algorithmes et du temps d'écran à destination des parents d'élèves de CM2, si je me souviens bien. Enfin, c'était classe d'âge CM2 5e, je crois. Et super échange. On a discuté une bonne heure et on était alignés sur tout. Voilà.
Et là encore, il m'a donné quelques conseils. Il m'a dit, surtout, si vous pouvez faites telle chose, si vous pouvez faites tel machin, appelez un tel de ma part, il faut que vous rencontriez un truc, je vous mets en contact, quand vous voulez, vous me dites, on se voit, si vous voulez que je vois vos projets, que je vous donne, etc., que je vous fasse des retours, il n'y a aucun souci, bien sûr. Il m'a aussi alerté sur le fait que le processus décisionnel dans l'enseignement à l'éducation nationale était très long. Donc il m'a dit, comptez bien 3 ans avant adoption de vos produits, enfin de vos services. Et il me dit, ce qui va vous faire tenir, c'est d'être à la fois un pionnier et un passionné. Et il me dit, il faut ça, et à vous entendre, on le sent. En plus du fait, me disait-il, que vous êtes la personne idoine. Ce que me disent tous, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, il n'y a rien d'évident. Mais c'est ce que me dit tout le monde et qui me rassure quelque part. Donc, je suis la personne idoine, c'est-à-dire j'ai l'expérience métier, les 20 ans, plus la compétence IA, plus la compétence en développement que j'ai acquise ces 12 derniers mois et qui font que je sais de quoi je parle, y compris dans la technique si on vient me chercher sur ce terrain-là. Donc très très encourageant, je suis très content. Et je vais continuer les rencontres, je n'arrête pas. Voilà. Et donc ça, c'est pour mon actualité. Maintenant, 2 choses supplémentaires avant d'entrer dans la proposition de recherche. La première chose, c'est que vous avez peut-être vu que la Commission européenne, mercredi dernier, moi j'ai appris ça jeudi matin, la Commission européenne, mercredi dernier, a publié un omnibus réglementaire sur le digital. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un omnibus réglementaire ? Donc, l'omnibus réglementaire, c'est un texte qui a vocation à simplifier la réglementation européenne sur le digital pour faciliter la vie des PME. En gros, ça, c'est l'objectif affiché. Qu'est-ce qui est ressorti ? Moi, j'ai lu jeudi matin, quand j'ai vu ce qu'il y avait dans l'omnibus, je suis allé lire le document de la Commission, la réaction du Parlement et du Conseil. J'ai pas eu le temps de lire les annexes. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en gros, c'est dans les annexes que vous avez l'essentiel, c'est-à-dire les définitions et tout. Et j'ai pas eu le temps de les lire encore. Mais ce qui ressortait, et c'est un vrai enjeu, c'est que le RGPD et l'IA Act sont sacrément remis en question. La Commission européenne revient sur un principe fort du RGPD, donc le Règlement général à la protection des données, qui était celui de la définition de la donnée personnelle. Dans le RGPD, la notion de données personnelles était définie directement dans les annexes. Et là, dans son texte, pour simplifier la vie des entreprises, la Commission estime que les entreprises qui exploitent des données pourront définir elles-mêmes si ces données revêtent un caractère personnel ou pas. Grosso modo, ça veut dire c'est la mort des données personnelles, c'est la mort du RGPD. Donc en gros, ce n'est plus vous qui décidez de ce que sont vos données. Non, c'est l'entreprise à laquelle vous les transmettez. En gros, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur je ne sais quelle autre plateforme, vos données personnelles, même si vous cochez des cases « je veux être protégé », etc., en gros, c'est laissé à la discrétion de l'entreprise. Donc vous imaginez le recul sur ce sujet qui est quand même loin d'être neutre, loin d'être anecdotique. Et la deuxième chose, c'est un report sine die de... Ah, bonsoir, Jo Cocotte. JC Cocotte, pardon. La deuxième chose, donc je disais, c'est le report de l'entrée en vigueur de l'IA Act, sine die, l'IA Act qui devait entrer en vigueur à l'été 2026. Et en gros, l'IA Act, pour faire simple, prévoyait les cas de figure dans lesquels l'IA pouvait être utilisée.
les cas de figure dans lesquels elle ne pouvait pas l'être, et les cas de figure dans lesquels une attention particulière, une réglementation particulière était nécessaire. Et en gros, vous aviez ce qui était interdit, c'était tout ce qui était à des fins répressives. Donc en gros, imaginons la Hongrie, par hasard, qui déciderait de traquer, grâce à l'IA, les opposants ou bien les populations qu'elle estime être déviantes. Donc ça, c'est interdit par l'IA, mais qui est mort-né finalement. Mais aussi, très 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 rigoureusement encadré, tout ce qui peut avoir une incidence sur l'avenir des gens, enfin d'une personne. À savoir, mais ça je le savais, donc pour moi c'était pas une surprise, avant, je m'y préparais, à savoir donc l'évaluation, en gros l'évaluation des compétences. Le bilan de compétences, ça peut pas être fait par l'IA. L'évaluation des travaux en donnant des crédits, ça ne peut pas être délégué complètement à l'IA. L'IA peut participer, mais on ne peut pas s'en remettre exclusivement à l'IA, il faut forcément une supervision humaine. Tout ce qui a trait aussi à la santé, mais aussi tout ce qui a trait à la sécurité et à la défense. Bref, en gros, en faisant ce pas en arrière, la Commission européenne piétine 8 ans, donc c'était 7 ans, 2018, 7 ans de protection des citoyens de l'Union. Donc beaucoup suspectent, dont moi, suspectent que l'Union européenne a cédé aux pressions de Donald Trump et probablement aux pressions aussi des géants de la tech. Alors, en gros, quelle pression un Google peut-il exercer sur la Commission européenne ? Pression super simple. Ok, vous faites pas ce qu'on vous demande, très bien, on coupe tous les services Google dans l'Union. Donc ça veut dire plus de Gmail, ça veut dire plus de YouTube, ça veut dire plus de moteur de recherche, ça veut dire plus de possibilités de faire de la pub en ligne pour un certain nombre d'entreprises, etc., etc. Donc je vous laisse imaginer la réaction de l'Union qui était peut-être un peu prise en otage finalement, la Commission qui a dû se sentir prise en otage par les géants et qui a cédé. Donc ça c'était effectivement un très 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 gros morceau. Moyennant quoi, chose très intéressante, beaucoup d'entreprises se sont élevées contre et du VPN de masse. Oui. Et la fin le début du VPN de masse, grosso modo. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le VPN, Virtual Private Network, c'est une manière qui permet de se connecter de manière anonyme en utilisant des serveurs dans un autre territoire que celui sur lequel on est. En gros, il permet d'accéder à Internet en contournant les limites et les restrictions dans le pays où on est. Grosso modo, quand on est en Chine, pour accéder à l'Internet mondial, il faut passer par un VPN, c'est-à-dire par un serveur qui peut être dans n'importe quel autre pays. Je fais simple. Et donc, effectivement, ça amène à ça. Mais donc, beaucoup d'entreprises se sont émues de ça, à la fois parce que pour un certain nombre d'entre elles, c'était crucial, donc en termes de confiance avec leurs clients, avec leurs consommateurs. Pour beaucoup, c'était aussi un coût énorme, la mise en conformité avec le RGPD et la mise en conformité préventive avec l'IA Act. Pour beaucoup, ça veut dire le Far West. Et le Far West, c'est tout sauf la confiance. Donc, c'est gênant. Voilà. Donc, ça, c'était la grosse nouvelle. Mais moi, ce qui m'a frappé avec cette grosse nouvelle, c'est que dans la presse française, il y a eu très peu de choses. Moi, je n'ai vu que 2 articles dans la presse. 2 articles sortis jeudi. Un dans la Tribune et l'autre dans les Échos. Et sinon, rien d'autre. Alors, probablement parce qu'on est beaucoup plus préoccupé par le vote du budget, qui, vous l'avez vu, a capoté ou a trébuché sur la dernière marche de l'Assemblée, sur le perron, si on veut filer la métaphore. Mais finalement, on est passé à côté de ça alors que c'est crucial. Bref,
j'arrête là-dessus. Je vous montre, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite chose que j'avais esquissée il y a quelques semaines. Ah oui, la petite chose que j'avais esquissée il y a quelques semaines, à savoir mon chatbot socratique. Et donc, mon Socrate, le Socrate nouveau, est là. Donc, si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré, donc normalement, vous devriez voir mon écran là. La dernière fois, il y a quelques temps, je vous avais montré mon chatbot socratique, qui marchait plutôt bien. Et il se trouve que, donc je l'ai montré lors de la démo jeudi à l'école en question, et le vendredi matin, le serveur l'avait déconnecté. Donc, ouf, je vous laisse imaginer combien j'ai eu chaud. Et je passe les détails sur pourquoi il a été déconnecté du serveur. Donc, j'ai décidé de le changer de serveur et de le transférer sur le mien. Et ce faisant, donc je l'ai profondément remanié. Donc là, pour ceux qui se souviennent, l'esthétique a changé. Déjà, c'est anecdotique, mais en tout cas, là, il est plus dans mes couleurs, en fait, dans mes tons. Mais surtout, je vous avais dit donc, que j'avais fait la base de données à laquelle il devait se connecter, et que cette base de données, il fallait que j'en fasse les branchements. Donc j'ai fait les branchements ce week-end, donc j'y ai passé une partie de vendredi, samedi et dimanche, et maintenant, normalement, il est fonctionnel. Et donc j'ai fait le dernier branchement aujourd'hui, enfin ce matin, qui fait que on peut y avoir accès sans restriction, 24 heures sur 24, alors qu'auparavant il fallait que je sois moi-même connecté au serveur pour que l'outil puisse se mettre en route. Et donc, comme je vous avais dit la fois où je vous l'ai montré, il fait l'inverse de ce que fait ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT, vous lui posez une question, il vous apporte des réponses. Ici, on lui dit sur quoi on veut travailler, et lui nous pose des questions, il nous accompagne. Donc, bonjour Socrate. Bonjour, sur quoi aimerais-tu travailler dans le cadre de ton travail de recherche? Eh bien, je prépare. Oups. Et là, ça va être l'introduction du thème du jour, la proposition de recherche. Ma proposition de recherche pour un mémoire de M2 qui doit porter sur le accountability. Et là, voilà, ça commence. Donc, merci pour cette précision. Le terme accountability peut recouvrir des réalités très différentes selon les disciplines et les contextes. S'agit-il de responsabilité politique, administrative, sociale ou encore d'un concept appliqué à des organisations spécifiques? Par ailleurs, pour un mémoire de M2, il est essentiel de cibler une problématique précise et testable plutôt que de rester sur un concept trop général. Peux-tu m'expliquer dans tes propres mots ce que tu entends par accountability et dans quel cadre ou secteur tu souhaites l'étudier? Et là, je vais lui dire je suis francophone et je cherche à comprendre ce concept intraduisible en français. Et là, il va me recadrer un petit peu, vous allez voir. Tu soulèves un point important, accountability est souvent considéré comme un concept difficile à traduire précisément en français car il combine des notions de responsabilité, transparence, reddition de comptes et parfois de contrôle. Pour avancer, il faut que tu définisses clairement ce que tu comprends par ce terme dans ton travail, en t'appuyant sur des définitions académiques précises. Peux-tu me dire quelle définition ou approche du concept accountability tu as déjà rencontré et celle qui te semble la plus pertinente pour ton mémoire? Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous faire toute la discussion péripatéticienne avec Socrate, mais vous avez vu, j'espère, où j'en suis de cet outil. Donc je suis plutôt content, plutôt fier de moi. Là, j'ai un Socrate qui marche beaucoup mieux que la version que je vous avais montrée auparavant et en plus dont l'esthétique
est conforme à ce que j'en attendais. Et donc après cette introduction assez longue, eh bien, je vais entrer dans véritablement le vif du sujet, à savoir la proposition de recherche. La proposition de recherche, elle va... alors, le terme est un petit peu étrange en français. Moi, je le rencontre plus en langue anglaise, research proposal. En français, si je dis proposition de recherche, ça fait un petit peu désincarné quelque part, mais elle est quelque part un peu différente du projet de recherche à proprement parler. On a évoqué lors de streams précédents le projet de recherche en particulier, et donc là je vais vous donner des pistes sur la proposition en elle-même, quand elle arrive et en quoi elle diffère du projet et qu'est-ce qu'on attend dedans, en fait, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'on attend dedans. Donc la proposition de recherche, elle tombe grosso modo à mi-parcours, que ce soit dans le mémoire ou la thèse. Donc si on part du principe simple que le mémoire s'inscrit sur 12 mois, eh bien, grosso modo, la proposition de recherche arrive à 6 mois. À mi-parcours, où là, l'étudiant montre à son tuteur où il en est, donc ce qu'il a réussi à faire, ce qui marche, ce sur quoi il y a des difficultés et ce qui reste encore à faire. Et à mi-parcours, l'étudiant est supposé recevoir un retour détaillé et une première évaluation de son travail par son tuteur. Et donc, j'en profite encore pour parler de moi et faire ma pub, en un sens. Mon outil d'évaluation du mémoire, celui que je vous ai présenté plusieurs fois, eh bien, il peut être utilisé à cette fin-là. C'est-à-dire, il peut être utilisé à mi-parcours, où finalement, tous les étudiants soumettent leur travail à Socrate, qui ensuite leur donne une évaluation de ce qu'ils ont fait, des conseils qui seront tous sur le même registre. C'est-à-dire que tous les étudiants auront eu à mi-parcours la même appréciation quant à leur travail et les mêmes conseils et les mêmes pistes à suivre ou directions à suivre pour la deuxième partie. De sorte que si on a deux évaluateurs, par exemple deux superviseurs différents qui ont des approches différentes, eh bien les étudiants ne seront pas sanctionnés pour autant ou en péril pour autant malgré ces différences. Donc à mi-parcours, c'est ça qui est très important dans le mi-parcours. Et donc, grosso modo, à mi-parcours, qu'est-ce qu'on attend de vous ? On a donc la dernière fois, j'avais évoqué le plan de travail sur l'année et le plan du mémoire ou de la thèse. Et donc, en gros, je m'appuie sur ce qu'on a vu les fois précédentes, mais je vais pas être simplement allusif. Donc, à mi-parcours, après 6 mois, donc ce qu'on attend de vous, comme je disais, c'est que vous ayez déjà bien avancé dans la réflexion, dans le travail. Alors bien avancé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 4 questions, si vous vous souvenez, les 4 questions autour desquelles doit tourner le projet de recherche, eh bien, doivent être développées plus avant dans la proposition. Alors je vous rappelle les 4 questions pour vous remettre dans le bain, et puis pour celles et ceux qui sont ici ce soir pour la première fois, vous pourrez raccrocher les wagons, j'espère. Donc les 4 questions sont quelque chose que m'avait dit l'un de mes rapporteurs de thèse, Anthony Berry, qui me disait le jour de ma soutenance, lorsque je suis allé le chercher à l'aéroport de Roissy, il arrivait de Manchester, et en gros dans le RER, il me dit le secret pour faire une bonne thèse, c'est d'être capable de répondre à 4 questions.
à savoir quel est mon objectif de connaissance, quel est le débat scientifique dans lequel je veux m'intégrer, par quels moyens théoriques, empiriques, méthodologiques vais-je m'intégrer dans ce débat et quelles sont mes contributions espérées. Donc, en 2 mots, l'objectif de connaissance, c'est quelle est la question à laquelle je veux répondre, quelle est à ce stade, quand je commence, mon intuition de réponse à cette question. Le débat scientifique, bon, c'est facile, c'est assez simple à comprendre. Hein. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui reste à savoir sur le sujet, qu'est-ce qui fait consensus, qu'est-ce qui fait débat, comment les principaux courants de pensée qui existent se positionnent les uns par rapport aux autres, et toi, où est-ce que tu vas te situer dans tout ça. Donc ça, c'est sur le projet. Mais dans la proposition, en fait, les 4 questions demeurent. C'est-à-dire que la proposition de recherche, en fait, fournit une version augmentée de la réponse à ces 4 questions. Sur le projet, en général, ça fait à peu près 2 pages. Donc moi, je demande à mes étudiants, sur le projet de recherche, de ne pas excéder 2 pages. Donc 2 pages, ça doit faire à peu près 1000 mots, quelque chose comme ça. Peut-être 1500, je ne sais plus exactement. Après, vous me direz, ça dépend de la longueur des mots. Si on a anticonstitutionnellement dans toutes les phrases, forcément, ce sera plus long. Mais si on n'a que des mots d'1 ou 2 syllabes, ça pourrait être plus court. Bref, tout ça pour dire que sur le projet de recherche, on est sur quelque chose d'assez concis, qui permet d'anticiper le positionnement, d'anticiper la cohérence de l'ensemble. Sur la proposition de recherche, là, on regarde au bout de 6 mois où vous en êtes. Donc au bout de 6 mois, où est-ce que vous êtes censé en être? Alors, pour une thèse, ça suffit de 2 pages. Alors, disons qu'il s'agit en fait du tout premier document. Donc le projet et la proposition sont 2 choses différentes qui arrivent à 2 moments différents. Le projet de recherche, c'est quand on va démarrer, ou au tout début, et c'est moi, donc je demande toujours 2 pages à mes doctorants, parce que je veux éviter justement qu'ils m'en disent trop et qu'ils me donnent trop d'éléments de contexte qui sont souvent des polluants éternels. Donc je m'explique. En fait, très souvent, quand on commence sur un projet de recherche, que ce soit un mémoire ou une thèse, on a des idées, on a plein d'idées. Très souvent, on sait même déjà ce qu'on va trouver. En gros, on veut prouver quelque chose. Et on se sent obligé de donner plein d'éléments de contexte. Et il se trouve que ces éléments de contexte ne sont pas utiles à la bonne compréhension de ce qui va être fait dans le mémoire ou dans la thèse. Et donc, tout l'enjeu, c'est justement d'amener l'étudiant à un travail de concision qui lui permet, quand il commence, de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est en gros sur quoi je vais travailler, comment et pourquoi de cette manière. Et qu'est-ce que j'en attends. Et tout le reste, c'est de la déco qui n'est pas utile à ce stade. Et tu vas voir, c'est un gros enjeu, c'est une grosse difficulté d'arriver à tenir sur peu de pages. Et donc dans ton cas, si je me souviens bien, c'est 2000 mots qui te sont demandés. Et donc 2000 mots, ça peut paraître beaucoup de prime abord, mais tu verras que ça va vite. Et que probablement tu vas les excéder dans la première version. Et qu'il te faudra sabrer. Et sabrer, c'est toujours douloureux, parce qu'on estime que tout est intéressant, tout est important. Tout est intéressant en soi peut-être, important pas forcément, et du coup, comme c'est pas forcément important, ça n'a pas forcément sa place. Et tout l'enjeu, c'est en fait, dans le projet, de montrer en fait qu'on a une idée assez claire de ce sur quoi on veut travailler. Donc tout ce que je vous ai montré avec Socrate, c'était essayer d'arriver à définir le sujet, définir la question de recherche sur laquelle on va travailler, en étant aussi clair que possible. Et à partir de là, on arrive à déterminer des choses que j'ai déjà dites dans les streams précédents, mais ça ne me pose pas de problème de revenir dessus, bien sûr. À savoir déterminer le triple intérêt que représente le sujet, un intérêt pour toi, pourquoi toi tu as envie de travailler dessus, quel est ton intérêt particulier sur ce sujet. 2, un intérêt
sociétal, c'est-à-dire qui dans la société peut-il intéresser et pourquoi, et un intérêt pour la recherche, c'est-à-dire finalement quel chercheur, quel courant de recherche il est susceptible d'intéresser et pourquoi. Ensuite, à ce stade, compte tenu de tout ce que tu sais, tout ce que tu as pu lire, tout ce que tu as pu étudier jusqu'à présent, quelle serait ton intuition de réponse à cette question? Et il n'y a pas besoin que ce soit très long. Tu vois, c'est une intuition, mais il ne s'agit pas d'amener beaucoup d'éléments de justification, de contexte. Et à ce stade, mon intuition, c'est telle chose. Et donc, on va voir ensuite dans le mémoire ou dans la thèse ce que donne cette intuition. Et à partir de là, question 2 sur le débat scientifique, en gros, généralement, les étudiants commencent par faire des lectures. Je ne reviens pas sur ce que vous savez les uns et les autres de ma position à ce propos, en tout cas pas tout de suite. Donc souvent les étudiants font des lectures et l'idée c'est de pouvoir montrer quel besoin de connaissances on vient combler. C'est-à-dire que c'est bien beau, oui, de faire une thèse ou un mémoire sur un sujet donné, encore faut-il qu'il soit attendu ou qu'il soit nécessaire, scientifiquement parlant. Et donc là, dans cette deuxième question, il s'agit de montrer en quelques lignes, en 2-3 paragraphes, guère plus, quel fossé je viens combler, ou j'espère combler. Et là, pas besoin d'en faire des tonnes. Et puis après, comment est-ce que j'entends procéder pour combler ce fossé? Donc, en quelques mots, quelles sont les pistes théoriques que je vais explorer? Donc, quel est le cadre théorique ou quelle est la famille de pensée dans laquelle je vais m'inscrire? Et là, inutile, encore une fois, d'en faire des tonnes et de développer sur des pages et des pages la pensée d'un tel. En gros, ça peut être, je m'intéresse à l'anthropologie de Geertz, qui a quand même révolutionné l'approche anthropologique dans les années 70, avec son ouvrage phare en 73, qui remet en cause, en gros, l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss et propose une anthropologie d'interprétation. Bon. Et il suffit de ça, sans entrer dans le détail des 800 pages de l'ouvrage. À ce stade, ce n'est pas nécessaire. Par quels moyens méthodologiques, empiriques et méthodologiques vais-je procéder? Là, il ne s'agit pas de donner tous les détails, mais en gros de dire, moi, j'envisage de faire un travail ethnographique d'immersion prolongée dans une communauté, dans la communauté que je vais étudier. Inutile d'en dire beaucoup plus à ce stade. Et j'envisage d'avoir un carnet de bord, j'envisage de faire comme ceci, et de suivre au quotidien, et point. Et ensuite, quelles sont les contributions que j'espère avoir? Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai pu dire par le passé, mais en gros, ce travail, il doit avoir une contribution théorique, et à quoi j'espère contribuer théoriquement? Et là, tout ça, ça peut être dit assez rapidement, en fait. En 2 pages, c'est suffisant. Et à cet égard, je t'invite à te pencher sur un exercice qui existe depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Exercice très difficile, où on demande à des doctorants, il y a des concours, comme les concours d'éloquence, on demande à des doctorants de présenter leur thèse en 3 minutes. Et c'est difficile, forcément. Mais l'idée, c'est d'arriver à faire simple, d'arriver à faire concis. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure en parlant de ce que moi je faisais dans ce que j'ai fait dans ma thèse quand tu m'as posé la question. Donc j'ai essayé de faire concis, et tu as vu, je ne suis pas entré dans des détails. J'ai juste mis en exergue 2-3 éléments qui me paraissaient représentatifs de ce que j'avais fait dans mon travail. Donc 2 pages, oui, c'est suffisant pour fixer les idées. Et pour s'assurer de la cohérence d'ensemble et pour voir ce qui marche bien, ce qui est bien compris, bien conçu, ce qui nécessitera des efforts particuliers parce qu'il y a des imprécisions, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a encore des inconnus. Et puis ce qui peut être faiblard à ce stade, mais qui n'est pas gênant. Parce qu'on sait, il y a telle faiblesse là à tel endroit, et on va corriger ça. Et c'est à ça que ça sert en fait le projet. Et ça marche, tu n'hésites pas. Donc le projet de recherche, c'est ça. La proposition de recherche, c'est
à peu près la même chose, mais 6 mois plus tard. Donc 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'on attend? 6 mois plus tard, forcément, on attend que le sujet soit clairement formulé, qu'une question de recherche, je dis une, parce que je ne vais pas dire là, parce qu'elle est susceptible d'évoluer au fil du temps, mais qu'une question de recherche soit posée, soit formulée, et on attend de savoir où vous en êtes. Ça, c'est ce que je vous ai déjà dit, mais il y a là-dessus deux approches. Il y a une approche qui est celle de la plupart de mes collègues, et la mienne, qui est un petit peu différente, mais je préfère, alors forcément, je préfère la mienne. Et vous allez comprendre pourquoi. Enfin, pas pourquoi je la préfère forcément parce que c'est la mienne, et je la partage. Mais vous allez comprendre d'où vient mon approche et pourquoi elle me semble peut-être plus adaptée que celle de la plupart de mes collègues. Donc en gros, la plupart de mes collègues, ce qui les intéresse à mi-parcours, c'est d'avoir, là encore, un document court. Un document court, donc 5 pages, 10 au max, dans lequel, en gros, on présente où on en est, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, où j'en suis maintenant, ce qui reste à faire, et je vais y revenir après. Et en gros, quel calendrier. Moi, ce qui me gêne avec ça, c'est que on reste sur du déclaratif. Donc si on se contente, en tant que tuteur, si on se contente simplement de quelques pages qui sont strictement déclaratives à mi-parcours, on n'a aucune idée véritablement de ce qu'a fait l'étudiant, mais surtout dans ce qu'il a fait, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, quelles difficultés il peut y avoir et quel apport on peut soi-même avoir en tant que tuteur. Donc moi, de toute manière, mes étudiants m'envoient régulièrement leurs travaux. Donc quand la proposition de recherche arrive, je ne découvre pas ce qu'ils font. Hein. Je ne découvre pas où ils en sont. Donc moi, je sais déjà. Mais j'attends quand même d'eux qu'ils se plient à un exercice qui consiste à me soumettre, dans un unique document, tout ce qu'ils ont écrit jusqu'à présent. Quitte à ce qu'ils se soient interrompus au milieu d'une phrase. Moi, je m'en fiche. Je n'ai pas besoin d'avoir un truc parfait, complètement léché, même bien mis en page. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir où ils en sont vraiment. Et donc, à mi-parcours, au bout de 6 mois, vous êtes supposé déjà avoir au moins une première ébauche, plus qu'une première ébauche, mais une version qui tient la route de votre revue de littérature. Donc moi, c'est pas un résumé de la revue de littérature qui m'intéresse, c'est le texte lui-même de la revue de littérature, pour bien voir comment elle a été construite, comment elle a été pensée, quelles références il y a, comment les étudiants se projettent, etc. etc. Mais la revue de littérature, c'est pas suffisant. Donc je reviens pas, parce que là ce serait trop long, je reviens pas sur ce que j'ai évoqué la semaine dernière. La semaine dernière, dans mon stream, j'évoquais l'organisation du temps sur l'année. Et en fait, quand était attendu quoi. En gros, chaque chapitre du mémoire ou de la thèse, à quel moment il devait être attendu, et en tenant compte du délai de lecture du superviseur, en gros, quelles échéances il fallait idéalement se fixer pour les différents morceaux. Donc je ne vais pas le refaire parce que ça a été l'objet de tout le stream de la semaine dernière. Mais donc, la revue de littérature, à minima, je dis à minima. Ce qui m'importe, vous voyez, c'est que si j'ai des étudiants qui butent sur la revue de littérature, moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est de voir où ils ont buté et de comprendre ce qui fait qu'ils butent, ce qui fait qu'ils ont des difficultés et pour voir comment je peux les aider. Ce qui m'importe aussi, s'il m'envoie un document dans lequel la revue de littérature est lacunaire ou on va dire lunaire, c'est pas grave.
Il n'y a pas de honte à avoir. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aider. Donc, ce qui m'importe, c'est de pouvoir voir à ce moment-là comment on peut corriger le tir pour que la deuxième partie se passe bien, la deuxième partie de l'année, la deuxième partie du programme se passe bien, histoire qu'ils arrivent au bout avec quelque chose qui tienne la route. Moi, c'est ça qui m'importe. Et donc, ce document à mi-parcours, la proposition de recherche, a vocation véritablement à éclairer tout ça. Donc, en temps ordinaire, les étudiants, oui, doivent être en mesure d'avoir une revue de littérature qui se tienne. Si c'est le cas, c'est très bien, rien à dire, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas, c'est là que ça devient vraiment pertinent, parce que, comme je disais, soit ils ont pris du retard, pour diverses raisons, soit il y a des difficultés de fond. En tout état de cause, ils ne peuvent pas rester comme ils sont. Et donc, si du retard a été pris, c'est bon de savoir à mi-parcours, parce que l'enjeu, c'est que vous puissiez soumettre à l'échéance prévue. Et parce que là, sur le mémoire, vous n'avez pas la main. Sur la thèse, on peut repousser, ça se fait souvent, ça se fait beaucoup. Sur le mémoire, ce n'est pas le cas. Donc, il s'agit de ne surtout pas pénaliser les étudiants ou il s'agit surtout d'éviter que les étudiants n'aillent au casse-pipe. Donc, si du retard a été pris à mi-parcours, ça veut dire que sur la deuxième moitié, il faut qu'on réorganise la manière de travailler. Il ne s'agira pas de rattraper le temps perdu. En gros, on ne va pas pouvoir rattraper le temps perdu. On va pas se mentir. Mais il est possible d'éviter d'en perdre davantage et il est possible d'optimiser le temps qui reste. Ça veut dire que, donc, je disais, moi j'attends de mes étudiants, donc idéalement la revue littérature. Comme je disais la fois dernière, le chapitre méthodologique, c'est souvent le plus facile, parce que c'est celui qui vous est le plus personnel, et donc c'est celui que vous pouvez écrire le plus vite, et de la manière la plus convaincante et la plus complète qui soit. Donc moi, si les étudiants sont déjà en mesure de me remettre leur revue de littérature, je pense qu'ils doivent être en mesure d'avoir au moins une première ébauche ou un canevas de chapitres méthodologiques dans lequel ils expliquent quelles données ils ont collectées, ou ils auront collectées, comment ils les auront collectées et comment elles auront été traitées. Et ensuite, donc ce qui m'importe, c'est d'avoir le plan du mémoire, mais pas que le plan du mémoire, parce que le plan du mémoire, comme je vous ai déjà dit, c'était la fois dernière et puis celle d'avant. Celle d'avant, je parlais de CMAP Tools. Donc la fois dernière, le plan du mémoire, il n'est pas compliqué. Donc avoir le plan pour le plan, c'est pas intéressant en soi. Le plan du mémoire, très simple. D'abord une introduction, ensuite premier chapitre, revue de littérature, deuxième chapitre, données et méthodologie, troisième chapitre, les résultats empiriques, quatrième chapitre, la discussion, et ensuite une conclusion. Donc, demander juste le plan, ça, c'est facile. On peut faire un copier-coller d'un plan standard. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le plan de travail. C'est-à-dire, donc on a fait la revue de littérature, ou pas, on n'a pas réussi à aller au bout, on a la méthodo, ou pas encore, et pour la deuxième partie, voici le calendrier qu'on se fixe pour pouvoir alimenter chacun des chapitres qui seront à rédiger. Et voici donc le temps qu'on envisage de consacrer à chacun et comment on va organiser la rédaction. Et puis une bibliographie indicative à ce stade. Donc moi je dis ça, alors c'est pertinent de proposer un échéancier, oui, justement j'y viens, c'est plus que pertinent. L'échéancier, en fait, il est l'échéancier, là où il est très utile, c'est sur le fait qu'il rassurera tout le monde sur le fait que tu es au clair sur la faisabilité de ta démarche,
et sur les grandes dates ou les grands rendez-vous en fait. Et il permet de se rendre compte de la manière dont tu estimes le travail nécessaire. Et je vais y revenir tout de suite. En gros, donc, la collecte des données, quelle que soit la méthode, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc toi Clément ou Viviane, chacun dans vos travaux respectifs, je sais que vous avez fait un travail quasiment de moine bénédictin dans l'exploitation d'archives. Clément, si je me souviens bien, tu t'es mis à l'italien, tu es revenu sur tes cours de latin pour pouvoir explorer des archives de Dubrovnik. Viviane, je crois que tu as aussi beaucoup exploré des archives du Concordat sur ton travail. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et l'échéancier nous permet, nous aussi, de nous rendre compte de la mesure dans laquelle vous percevez le travail que ça demande. C'est-à-dire que si j'ai un étudiant, et ça je l'ai vu déjà, un étudiant qui me dit, voilà, donc sa proposition de recherche, donc j'ai ma revue de littérature, j'ai fait ma méthodologie, les données, franchement, fastoche, en une semaine c'est bouclé. Moi si je vois ça, je dis, ah bah non, il y a peut-être un truc qui va pas. Une semaine, j'y crois pas. Ils me disent, bon, 2, allons plutôt pour 4. Et c'est moi qui ai tendance à faire monter les enchères. Tout ça pour dire que l'échéancier, alors, ce fut trop court et pénible pour ces archives. Trop court et pénible pour elle de te voir ou bien pour toi de les consulter. Là, la virgule et l'apposition me laisse à penser que ça a été dur pour les archives plus que pour toi. Mais je te laisse réagir. Donc, de consulter, j'étais pas vraiment armé pour. Oui, je me souviens, effectivement, je me souviens des difficultés. Donc, tout ça pour dire que donc l'échéancier, oui, c'est super important parce que c'est ce qui nous permet de voir. Alors, Viviane, tu t'es pas plongé tant que ça dans les archives, tu t'es contenté de lire des auteurs qui parlent de cette période, trop loin de chez toi et problème de temps et de morale. Ouais, alors là tu viens de briser un mythe. Aïe aïe aïe. Mais effectivement, enfin, tu avais en tout cas fait beaucoup de lectures et de toute manière, c'est un travail qui demande du temps. Voilà, c'est tout ça, c'est un travail qui demande du temps. Ça se fait pas en une semaine. Et donc des étudiants qui estimeraient que la collecte des données, ça peut être un truc qui se fait en un claquement de doigts. Moi, ça m'inquiète. Enfin, ça m'alerte sur le fait qu'il y a une inconscience quelque part vis-à-vis de ce projet. Oula, attention à garder à l'œil et à surtout bien accompagner. Alors, oui, j'ai une question aussi pour la bibliographie. Faut-il mettre une liste de quelques ouvrages, articles qui seraient intéressants à mobiliser ? J'y viens, justement. J'y viens. Je n'ai pas oublié d'en parler, mais ça va venir. Donc, je reviens, je finis juste sur l'échéancier, et après, je parlerai de la biblio. Donc, sur l'échéancier, si on se rend compte que du retard a été pris, quelle qu'en soit la raison, peu importe, on n'est pas là pour se justifier de quoi que ce soit, mais si on se rend compte que du retard a été pris, ce qui sera important, c'est qu'on puisse voir comment on peut faire autrement. C'est-à-dire que si on se rend compte, et ça moi je l'ai vu la semaine dernière, on est quoi ? On est lundi, donc moi j'ai vu ça jeudi dernier, jeudi ou vendredi, peu importe, jeudi ou vendredi dernier, une de mes étudiantes m'a envoyé son projet de recherche et il se trouve que
elle était sacrément à la traîne sur beaucoup de choses. Et donc, il a fallu qu'on revoie la manière de travailler pour éviter que le retard soit cumulatif. Et donc, sa revue littérature n'était pas du tout dans les clous. Et alors, donc, ce que je lui ai dit, c'est il va falloir reprendre de toute manière. Donc ça, on va retravailler dessus. Mais pour ne pas perdre de temps, tu vas faire 3 choses en parallèle. Tu vas faire la revue de littérature. Comme tu as déjà un peu travaillé dessus, comme tu as déjà travaillé dessus auparavant, même si elle n'est pas à la hauteur aujourd'hui, il va falloir que tu la reprennes, et en même temps, tu vas travailler sur ta méthode. Donc, comme ça, tu m'envoies les 2 chapitres en même temps, et donc tu travailles sur les 2 en parallèle. Et même si tu n'as pas fini la revue de littérature, tu auras quand même fini ton chapitre méthodo, tu pourras commencer la collecte des données. Ce que je ne conseille pas de faire en temps ordinaire. En temps normal, c'est séquentiel. Mais là, à un moment donné, on peut plus repousser et se conformer strictement à un calendrier logique. À un moment donné, il y a aussi un calendrier d'urgence ou de réalité, le principe de réalité qui s'impose à nous. Et donc, on fait ça. Donc, deux choses à la fois pour éviter de ne perdre encore plus de temps. Et donc, l'échéancier, il sert à ça. Il sert donc à voir comment on organise le reste du temps de manière réaliste. C'est-à-dire, si on est dans les clous en termes de calendrier, il n'y a pas de problème. On va continuer comme on a commencé. Si on a en revanche rencontré des difficultés particulières, on montre comment on peut essayer de corriger le tir pour arriver au bout dans de bonnes conditions. Et bien entendu, dans le projet de recherche, une biblio indicative. Alors, même un peu plus qu'indicative. C'est-à-dire que dans le projet de recherche à proprement parler, donc au tout début, la biblio est indicative. En gros, c'est ce qu'on a commencé à lire et j'y reviendrai parce que ceux qui me connaissent savent ce que j'en pense. Mais je vais livrer ce secret, qui est un secret de Polichinelle. Et sur la proposition de recherche, c'est un peu plus qu'indicatif, puisqu'on a, si tout se passe bien, fait la revue de littérature. Donc, on a déjà ces références-là qui ont été couvertes et qui nécessitent d'être reportées en bibliographie, forcément. Mais aussi dans la biblio de la proposition de recherche, on peut... j'encourage les étudiants à mettre les références qu'ils n'ont pas encore lues, mais qu'ils doivent encore lire, ou bien les recherches bibliographiques qu'ils doivent encore faire pour alimenter tel chapitre ou tel autre. Alors, c'est sûr, c'est dur plutôt, donc c'est sûr de faire un échéancier, certaines choses prennent plus de temps que prévu, et il ne faut pas oublier de se prévoir du temps pour tous les problèmes techniques, comme l'ordi qui décide qu'il ne veut plus fonctionner. Ah, mais entièrement d'accord avec toi, absolument. C'est ce qui me semblait, c'est dur, parce que les 2 lettres sont côte à côte. Donc, effectivement, l'échéancier, donc il n'a rien d'impératif, on est bien d'accord. Donc je reviens sur l'échéancier, je reparlerai après de la biblio. L'échéancier, il n'a rien d'impératif. Il est là pour montrer qu'on a réfléchi au problème de temps, et qu'on essaie de trouver une solution et une organisation. Et il veut dire, l'échéancier qu'on se fixe, si tout se passe bien, normalement, ça devrait ressembler à ça. Et j'insiste sur le si tout se passe bien. Et effectivement, la dernière fois, moi j'avais beaucoup insisté sur la nécessité de prévoir des périodes tampons pour laisser du temps aux superviseurs, pour amortir d'éventuelles difficultés, d'éventuels problèmes. J'avais oublié les problèmes techniques type l'ordinateur qui ne veut plus fonctionner, ça on est d'accord.
Euh, mais effectivement, alors c'est dur à intégrer l'incertain, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se réserve un peu de temps pour réagir s'il y a des problèmes. Et là, ça me rappelle une chose que tu dis, Viviane. Quand je faisais ma thèse à Manchester, j'avais un soir, j'ai un copain italien qui vient me voir et qui me dit est-ce que toi une version de Windows? Et je lui dis bah non, moi je suis sur Mac. Pourquoi? Il dit ma che mon ordinateur est mort et il me faut Windows. Et je dis mais t'as pas la haine? Il dit ma che à quoi ça sert d'avoir la haine? C'est perdu, il faut recommencer. Et il était à 3 mois de la soutenance. Et son ordinateur a rendu l'âme, il n'avait pas de sauvegarde, il a tout perdu, le pauvre, il a dû tout recommencer. Truc qui était effectivement imprévu au départ. Bon, il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, l'échéancier, on est d'accord, c'est dur, bien sûr. C'est dur quand il faut intégrer l'inconnu, mais l'échéancier, moi, ce que je recommande, c'est de le faire en plusieurs étapes. Dans un premier temps, un échéancier imprécis, en gros vraiment estimatif à la louche. Bon, grosso modo, ça devrait me prendre à peu près tant de temps de faire telle chose. Bon. Ensuite, moi, ce que j'avais vu la semaine dernière, c'était un échéancier qui est en fait un rétro-planning, en partant de la date de dépôt du mémoire ou de la thèse, en se gardant, alors selon qu'on est sur le mémoire ou sur la thèse, de 2 semaines à 3 mois. 3 mois, c'est beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas inutile pour faire un travail de relecture, de réécriture, de remise à niveau du tout. Ce qui veut dire, en gros, pour le mémoire, mi-août pour pouvoir faire ça. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait reçu d'ici là les commentaires ou l'approbation du superviseur, mais il se trouve que mi-août, il est en vacances, donc si on veut avoir des retours, il y a intérêt à ce que ce soit avant les départs en vacances, donc fin juillet, et peut-être même idéalement mi-juillet. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on ait fini le mémoire, idéalement avant le 14 juillet, si on veut avoir un retour. Enfin, 14 juillet, ben non, 14 juillet c'est le retour, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait été fini plutôt fin juin, pour espérer avoir un retour dans les temps qui nous permettent de réagir. Vous voyez, déjà, là, sur l'échéancier, on a déjà procédé en deux temps. Dans un premier temps, ce qu'il faudrait dans l'idéal, et puis deuxième temps, bah tiens, en tenant compte d'un certain nombre de contraintes externes, je réajuste. Et donc, à un moment donné, on voit grosso modo à quoi ça doit ressembler. Grosso modo, et j'insiste vraiment là-dessus, et ensuite, vous voyez, tu vois Viviane, si on se dit il doit être soumis, je dois l'avoir fini pour fin juin, ça veue dire qu'on ne peut pas se mettre dans l'idée qu'on va garder l'été pour la rédaction. Alors ça, je le vois trop souvent. Je le vois trop souvent, non, je le vois plus. Je l'ai beaucoup vu à une époque, pardon, mais je ne le vois plus. C'est-à-dire qu'aucun de mes étudiants ne consacre son été à la rédaction du mémoire, parce que tous mes étudiants, sauf un ou deux, me soumettent régulièrement leur travail. Ce qui fait qu'ils avancent constamment. Et donc tu dis ne pas oublier de se prévoir des périodes de pause, parce que quand on a toujours la tête dans le guidon, c'est là où on fait des erreurs. Ah, mais entièrement d'accord avec toi. Donc des périodes de pause, ça veut dire effectivement, truc pas forcément facile, ne pas faire que ça. Garder ses soirées et ses week-ends, ou en tout cas se réserver un moment pour faire autre chose, ne pas penser qu'à ça. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et moi là-dessus, je suis un très mauvais exemple. Quand je faisais ma thèse, je travaillais 20 heures par jour dessus, 5 jours sur 7. La première année, la deuxième année, je travaillais 18 heures par jour sur ma thèse, 7 jours sur 7. La troisième année, j'en ai tellement fait que le médecin m'a arrêté et m'a dit maintenant interdiction de toucher à la thèse pendant 3 mois. Et puis après, quand j'ai repris, c'était un rythme moins soutenu. Je ne me souviens plus, mais on devait frôler les 12 heures. Les 12 heures par jour. Enfin, tout ça pour dire que, oui, il est super important, dans le calendrier de travail qu'on se fixe, d'envisager aussi des semaines qui soient des semaines humaines.
et donc d'éviter. Là, j'ai un étudiant qui est peut-être là ce soir, et s'il est là, il se reconnaîtra peut-être, qui, en début d'année, s'était préparé un programme de travail qui était un programme de travail intenable plus d'une semaine. En gros, il travaillait de 7 heures du matin à 22 ou 23 heures tous les jours de la semaine, sans aucune pause. Donc je dirais, j'aurais envie de dire, vous savez, la petite gastro de saison, par exemple, qui vous prend un peu de temps, eh bien, ça n'entrait pas dans le calendrier. Je plaisante avec ça, mais tout ça pour dire que oui, bien sûr, c'est super important de se fixer aussi un rythme de travail qui soit un rythme soutenu bien sûr, mais qui reste tenable dans la durée. Et donc, tu dis, là où tu travailles mieux, c'était de 18h à 2h du mat. Ben moi, il y avait un peu de ça aussi. Donc moi, je travaillais de 6h du mat à 2h du mat. Et les moments où je travaillais mieux, c'était en gros de 6 à 9 le matin. Et puis, effectivement, le soir, de 18h à 2h. Et puis, le reste de la journée, un peu moins. Enfin, un peu moins bien, mais je travaillais quand même. Mais tu as tout à fait raison. Donc, se trouver les moments où on est le plus efficace, se réserver ses plages et garder d'autres plages pour faire d'autres choses. Et c'est ce qui paradoxalement permettra de tenir la cadence et de tenir l'échéancier en fait. Donc oui, super important. Et je reviens donc sur la biblio. Donc la biblio, bien sûr, toutes les références qui ont été visées, évoquées en revue de littérature, ça c'est un incontournable. Et là, on peut s'aider des outils que j'ai montrés les fois précédentes, type EndNote, type Zotero ou Mendeley. Je ne reviens pas dessus aujourd'hui, mais je pourrais revenir dessus dans d'autres streams si vous voulez. Et comme je disais, donc sur la biblio, donc ces références-là, bien sûr, les références qu'on n'a pas encore lues, mais qu'on prévoit de lire. Et pourquoi ? C'est pas seulement dire, tiens, la liste des lectures à venir, ok, mais est-ce que ce sont des lectures qui viendront alimenter le chapitre méthodologique, qui viendront éclairer le travail de terrain, qui viendront alimenter autre chose ? Finalement, ces lectures, très bien, mais pour quoi faire ? Et donc sur la biblio, donc comme je disais, pas la fois dernière, mais ça devait être il y a 2 ou 3 semaines, donc la biblio a privilégié les articles scientifiques parus dans des revues, les articles académiques parus dans des revues scientifiques, compte tenu du processus de publication qui est censé garantir la qualité du contenu, la fiabilité scientifique du contenu, de l'approche, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément acquis, ce qui n'est pas acquis du tout pour tout autre type de support. Alors tout autre type de support, les ouvrages, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver comme work in progress, working paper, white book, livre blanc de ceci, etc., etc. Tout ça, ce sont des travaux qui peuvent être de très grande qualité, mais qui n'ont été évalués par personne. Donc on ne sait pas ce qu'ils valent. Là où les articles scientifiques parus dans des revues à comité de lecture ont été évalués à plusieurs reprises, et donc on peut leur faire confiance. Raisonnablement. Donc la biblio dans la proposition de recherche. Alors je vais revenir sur le projet de recherche puisque je sais que la question a été posée. Donc dans la proposition de recherche, évidemment, la biblio. Dans le projet de recherche, est-ce que c'est pertinent de mettre une biblio ? Bon, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez ma position. A priori, c'est pas utile.
A priori, c'est pas utile parce que... Alors, je dis pas utile, ça veut pas dire qu'il faut pas du tout le faire, hein. Attention. C'est pas utile parce que le danger, c'est en fait soit de chercher à impressionner le lecteur, enfin le jury, ou le superviseur potentiel, en lui disant « Regardez, je vais lire des trucs sérieux » ou « J'ai lu des trucs sérieux ». Mais on ne cherche pas à être impressionné. On ne cherche pas à être impressionné, et souvent le danger quand des lectures sont évoquées, souvent le danger c'est d'évoquer des lectures soit qu'on n'a pas vraiment faites et qui ne sont pas tout à fait adaptées, soit qu'on n'a pas bien comprises et ça peut poser problème, soit des lectures sur lesquelles la personne à qui on adresse le document peut avoir une position très critique ou réservée, mais un autre gros écueil, c'est d'avoir à boire et à manger. Vraiment des choses très très différentes qui ne sont pas forcément compatibles entre elles, qui ne sont pas cohérentes entre elles et qui ne permettent pas véritablement de se rendre compte de ce que vous voulez faire. C'est ça en fait. Moi, très souvent, quand je vois des biblios sur un projet de recherche, je suis très embarrassé parce que je vois pas où ça va, en fait. C'est censé aider et ça me perturbe plus qu'autre chose. Donc, quand je dis ça, il faut pas me prendre à la lettre. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de référence dans le projet de recherche. C'est vrai que c'est toujours utile d'avoir quelques références ciblées qui permettent de comprendre ce que vous voulez faire, de comprendre la tradition de recherche dans laquelle vous voulez vous inscrire, si vous avez vraiment fait ces lectures, si vous comptez vraiment vous appuyer dessus. S'il s'agit de mettre une biblio pour mettre une biblio, vous risquez de tomber à côté, en fait. Donc la biblio dans le projet de recherche, c'est vraiment un exercice très très délicat. Moi, je recommande toujours à mes étudiants de ne pas, quand ils s'adressent à moi, de ne pas m'envoyer de biblio, justement. De ne pas commencer par les lectures. Les lectures viennent après que les idées ont été clarifiées pour enrichir l'étape suivante. Les lectures prématurées, moi, je trouve qu'elles viennent polluer la réflexion parce qu'à chaque lecture, en gros, on a une nouvelle idée. Chaque lecture nous donne l'impression que « Ah bah oui, c'est ça qu'il faut faire ». Et puis, au bout d'un moment, on tourne en rond. Au bout d'un moment, Socrate s'impatiente. Et vous dit « Non, ok, mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, à chaque fois qu'on évoque une phrase ou un auteur, changer de sujet. C'est pas possible, il faut s'arrêter, il faut faire un choix. » Et c'est en ça que je dirais qu'il faut être très prudent là-dessus. Et sur le projet de recherche donc, qui est en amont, donc au tout début, mon conseil sur les lectures, c'est le suivant. Enfin, sur la biblio, c'est le suivant. C'est de regarder de près ce que publie ou ce qu'a publié la personne ou le comité auquel est adressé le document. Et donc de regarder quels articles, quels ouvrages le cas échéant, même, et là je ne me contredis pas, parce qu'il s'agit des personnes qui vont vous lire, donc si on fait référence à l'ouvrage d'une personne qui évalue notre travail, bon, on peut se dire que la personne qui a rédigé cet ouvrage l'estimera de qualité. Donc regardez ce que les personnes qui vont vous évaluer ont publié ou publient, voir avec qui ils ou elles travaillent, voir également s'ils ont certains auteurs, certaines écoles de pensée de prédilection. Et à ce moment-là, une biblio qui va dans ce sens et qui montre finalement, oui, mon travail va s'inscrire dans cette tradition de recherche, va s'inscrire dans la continuité de ce que vous faites, à ce moment-là, oui, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on se dit, d'accord, c'est un étudiant
qui a compris où il mettait les pieds, qui a compris ce qu'on faisait, et qui est en train de me proposer un truc, qui me soumet un projet de recherche dont je peux comprendre la manière dont ça va s'articuler avec ce que je fais. Et je vois comment je pourrais l'aider. Donc la biblio, s'il y en a une, elle doit envoyer des signaux visant à montrer qu'on a compris à qui on s'adressait et qu'en gros, on pense avoir compris comment on peut s'intégrer dans l'équipe de cette personne et comment on peut travailler avec cette personne. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Maria. Donc, si ça y répond, tant mieux. Si ça n'y répond pas, j'en suis désolé. Maria Touk. Mais voici ce que je pouvais dire sur la proposition Mariatou, pardon. Oui, Mariatou, comme j'ai vu un cas derrière, oui, c'est vrai, Mariatou. Oui, le cas, c'était le nom de famille. Donc, voilà, est-ce que ça répond ok, mais je t'en prie. Donc, voilà, après, je ne sais pas s'il y a d'autres choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne ce soir, soit en lien avec le projet de recherche, la proposition de recherche, ou ce que j'ai pu évoquer les fois passées, ou toute autre chose, Dieu sait quoi encore. Si oui, je serais ravi, comme vous le savez, de pouvoir vous éclairer. Si vous estimez qu'on a épuisé le sujet, la soirée, l'esprit, eh bien à ce moment-là, je peux vous rendre chacune à vos soirées respectives. C'est vous qui voyez, c'est vous qui me dites, et soit on continue un petit peu sur notre lancée, soit on se dit à la semaine prochaine pour celles et ceux qui reviendront. Donc là, c'est entre vos mains, c'est vous qui me dites. Petite anecdote, quand tu rendais ton mémoire, un de tes condisciples a jugé intéressant de mettre une liste de musique à écouter en même temps que l'enseignant lisait son mémoire. Ça n'a pas été apprécié. Ah, c'est dommage. c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé ça. J'aurais trouvé ça génial. C'est brillant. Et comme tout ce qui est brillant, ça peut faire mal aux yeux. Et pourtant, c'est très weberien. Oui, weberien et pas forcément weberien, remarque. Ça peut être durkheimien aussi, après tout. Comment présenter un projet de recherche ? Ah, le Bernard, d'accord, excuse-moi, je pensais à Max. Ok, donc comment présenter un projet de recherche ? Le projet de recherche, moi, ce que je recommande toujours à mes étudiants, c'est de l'articuler autour de 4 questions. Donc les 4 questions que j'ai évoquées tout à l'heure, et surtout que j'ai développées plus avant dans des streams précédents. L'idée sur le projet de recherche, c'est qu'on doit comprendre sur quoi tu veux travailler, comment et pourquoi, et ce que tu espères en attendre. Donc, moi, comme ce que je fais toujours faire à mes étudiants, et ça marche à chaque fois quand ils le présentent à d'autres que moi, c'est vraiment de l'articuler en 2 pages. Alors toi, si c'est 2000 mots, ça pourrait être un peu plus long, mais guère plus que 2 pages finalement. Donc d'articuler autour de 2 pages, sur 2 pages, autour des 4 questions. Donc la première, quelle est... déjà, il y a le titre l'intitulé du sujet, mais quel est mon objectif de connaissance, donc quelle est la question de recherche à laquelle je veux répondre dans ce mémoire. Je reviendrai... je me reprends. Sur le projet. Sur le projet de recherche, donc il y a, toujours une petite introduction. Alors, pour moi, c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable, mais j'ai des collègues un peu traditionnalistes, un peu traditionnels qui aiment bien qu'il y ait une introduction quand même. Donc, les exemples de projets, il faudra que je vois ceux que j'ai sous la main, ceux qui me restent encore maintenant. Mais oui, ça, envoie-moi un mail pour me demander, histoire que je vois ça demain matin quand
quand j'allumerai mon ordinateur. Et donc je regarderai ceux que j'ai. Sinon, je pourrais te mettre en contact avec une de mes doctorantes qui a eu à le faire il n'y a pas très longtemps justement, et qui pourra t'envoyer le sien, et je pense qu'elle le fera avec plaisir. Mais donc oui, bien sûr. Mais donc l'idée, je finis juste là-dessus, c'est que tu puisses être très au clair sur la question à laquelle tu veux répondre, donc la question de recherche, l'intérêt qu'elle représente pour toi, qu'elle peut représenter pour la société et qu'elle peut représenter pour la recherche. Inutile d'en faire des tonnes. Ensuite, en quelques mots, quel est le débat scientifique, c'est-à-dire finalement quel est le besoin que tu as identifié dans la littérature qui viendrait justifier ce travail. Et ce qui est important, c'est que tu puisses anticiper ou identifier un fossé. Alors un fossé, c'est soit quelque chose qui est resté un angle mort de la recherche, soit quelque chose qui en recherche fait l'objet de tellement peu de consensus qu'il te paraît opportun de te faire ta propre idée, ou bien d'apporter un regard différent sur ce qui est déjà abordé par d'autres. Ensuite, troisième chose, une fois qu'on a compris sur quoi tu voulais travailler et pourquoi, comment. Donc comment, c'est quelques éléments de cadre théorique, quelques éléments sur la nature des données que tu comptes collecter. Donc quel type de travail de terrain, donc est-ce que tu iras faire, est-ce que tu penses plutôt faire des entretiens, avec quel type de public, est-ce que tu penses plutôt faire de l'ethnographie, est-ce que tu penses plutôt faire du questionnaire, est-ce que tu penses plutôt comme Clément ou Viviane aller travailler sur des archives ou faire de l'historiographie. Donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne sans avoir le détail à ce stade. Parce que tu ne sais pas encore exactement à quoi va ressembler le terrain, donc inutile de te projeter trop loin, surtout si c'est pas viable. Et donc par quels moyens théoriques, empiriques, méthodologiques, ça on vient de le voir, et enfin une dernière chose sur les contributions que tu penses avoir. Et donc comme j'avais évoqué les fois précédentes, elles sont de 4 ordres possibles. La première qui vient à l'esprit, mais qui n'en est pas une, c'est la contribution empirique, c'est-à-dire finalement le sujet en lui-même, ou le terrain en lui-même est intéressant, donc c'est une contribution. Grave erreur, c'est une contribution éventuelle après. La première contribution doit être théorique, c'est-à-dire finalement, comme je cherche à combler un besoin théorique, j'espère pouvoir contribuer théoriquement, et donc quel type de contribution je pense avoir. La deuxième contribution utile, c'est une contribution sociétale. C'est-à-dire, tiens, mon mémoire, ma thèse, qui pourrait-il intéresser en dehors de mon jury, en dehors de la recherche? Quel type d'acteurs du monde social mon travail pourrait-il intéresser ou éclairer? Ensuite, éventuellement, mais c'est pas du tout obligatoire, une contribution méthodologique, si on développe un apparatus méthodologique particulièrement novateur. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et c'est pas indispensable. Puis c'est pas un prérequis. Voilà, c'est quelque chose qui serait la cerise sur le gâteau. Et puis il se trouve que oui, la contribution empirique, pourquoi pas, si effectivement cette contribution empirique permet véritablement les deux autres contributions que j'ai évoquées, à savoir la contribution théorique et la contribution sociétale. Donc avec ça, on a un projet complet, donc une présentation du projet de recherche qui est complète. On a tout abordé de ce qui doit rentrer dans le cadre d'un travail de recherche. Et ce qui est très important, c'est qu'en procédant de cette manière, on peut aussi voir la cohérence de l'ensemble. Et c'est ça qui sera important. C'est non seulement d'avoir les idées à peu près claires sur ce qu'on veut faire, mais aussi s'assurer que le tout est cohérent et que le travail empirique qu'on veut faire, le travail de terrain qu'on veut faire, est compatible
avec la question de recherche à laquelle on veut répondre, que également les contributions qu'on espère avoir soient compatibles avec le besoin de connaissances qu'on a pu identifier dans la question 2, à savoir quel est le débat scientifique. Donc c'est ça, en fait, qui est important, et c'est, de mon point de vue, la manière la plus simple, la plus sûre, la plus efficace de présenter ce sur quoi on souhaite travailler. Donc j'espère que ça t'aura répondu, ça t'aura un peu aidé, Mariatou. Bon, bah génial, c'était l'idée, c'était l'objet. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses. Si oui, on peut continuer. Si non, eh bien, comme je vous disais, je peux vous rendre à vos soirées respectives. Donc là, c'est vous qui pilotez, c'est vous qui me dites. Eh bien, adjugé, bonne soirée. Bonne soirée, et puis donc à très très bientôt. Bon, encore une fois, ça m'a fait très plaisir de vous voir, et donc à très vite. Donc pour celles et ceux qui voudraient revenir, tous les lundis soirs, au même endroit et à la même heure. Et au boulot pour toi, donc soit des cours, soit des copies à corriger. Si je ne me trompe pas. Eh bien, donc bon boulot, bonne soirée, et donc à très bientôt. Au revoir les amis.